Bienvenue aux Créateurs de richesse. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Bonjour à vous tous et bienvenue à cet épisode 11 du Créateur de richesse. Ici Véronique Fournier en compagnie de mon co-animateur, écoutez, comme vous le savez, préféré, l'amour de ma vie, j'ai dit François Drouin. Bonjour. Allô François. Bonjour, bonjour. Je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour cet épisode 11 de l'expert de l'expertise. Oui. Parce qu'on vous annonce à grande pompe que notre expert aujourd'hui, c'est nul autre que François Drouin. Bonjour. Aujourd'hui, je sais qu'on va parler d'un sujet qui tient particulièrement à cœur et qui a, somme toute, eu une grande impact dans ta vie à toi. Hein? Un impact dans ta vie de microbiologiste qui t'a amené à passer à une prochaine étape. Oui, clairement. Qui est l'hypnose. L'hypnose. Je me prétendrais pas un expert à proprement parler. Mon 10 000 heures est pas fait, là. Mais c'est un sujet qui me passionne suffisamment pour être capable d'en parler dans un podcast, puis de autant témoigner de l'impact que l'hypnose peut avoir que de démystifier. Puis je pense que c'est ça l'intention de cet épisode-ci, c'est de vraiment démystifier c'est quoi l'hypnose et quelle sorte d'impact que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un. Effectivement, parce que ça peut avoir une très grande impact, comme on a pu le voir, premièrement sur nous. Ouais. Puis dans un deuxième temps, chez les clients que tu as accompagnés. Oui. Mais il y a beaucoup de peurs qui sont reliées à l'hypnose. Hein? Beaucoup de gens croient que l'hypnose, c'est Mesmer à la télévision et que, s'ils viennent te voir 1 heure, tu vas leur faire la poule, puis chanter des petites chansons, puis marcher tout nu dans la rue. Tu sais, genre de petites affaires-là. Là. Ouais. Mais en fait, on est tellement loin de ça avec l'hypnose. Surtout, je dirais l'hypnose thérapeutique. Je sais pas s'il y a beaucoup de formes d'hypnose, là, mais tu sais, quand on parle d'hypnose qui est dans un but de servir les gens, de les amener à enlever des roches, comme tu dis si bien, ouais. ou pour les alléger pour pouvoir passer à la prochaine étape, ça n'a rien à voir avec un spectacle. Là. Non. Puis c'est exactement ça qu'on va démystifier aujourd'hui, justement, tu sais, c'est de départager, parce que, tu sais, ce que Mesmer fait, oui, c'est de l'hypnose. Oui. Mais il y a 2-3 trucs en arrière que les gens savent pas, qui font qu'on a donc bien l'impression que tu sais, Mesmer, autant que Mesmer a un impact sur l'hypnose parce qu'il fait connaître un peu plus l'hypnose. Absolument. Mais il fait quand même aussi du dommage à plusieurs formes, à ce qui est vraiment l'utilité numéro 1 pour moi de l'hypnose, qui est d'accompagner les gens, parce que ça ancre plein de croyances par rapport à l'hypnose qui font que la plupart des gens ont juste peur de ça. Effectivement. Puis tu sais, on le sait que à toutes les fois qu'on a peur de quelque chose, c'est parce que on connaît pas le sujet, ou exact. que c'est de l'incompréhension. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça que c'est ça que j'allais dire, en fait, que c'est vraiment très drôle, parce que quand je dis à quelqu'un que je fais de l'hypnose, que je suis praticien en hypnose, les yeux commencent à se promener partout, ils savent plus regarder, il fait comme tout d'un coup, ça passe par les yeux, c'est pas vrai qu'il va m'hypnotiser. Fait que ils regardent partout, ils savent plus quoi faire. Pis ça, c'est vrai pour vrai. J'en suis la première témoin. Que la première fois qu'on s'est rencontrés puis que tu m'as dit ça, j'ai eu exactement cette réaction-là. J'ai fait, si tu penses c'est commun que tu vas entrer sans que je t'ai donné la permission. C'est vrai de ça. Entrer dans mes yeux, je voulais dire, là. Non, mais tu sais, pour être clair, de la clarté, là. Ok, t'es en train d'introduire le sujet de l'autre épisode. Oui. Ok, c'est bon. Effectivement. Vous avez compris que le prochain sujet sera... c'est ça. La sexualité humaine. On a hâte à l'autre podcast, ça va être très chaud. Oui. Puis, by the way, juste pour mettre la table un peu et prévenir tout le monde, là, aujourd'hui, c'est l'épisode 11 qui est l'avant-dernier épisode de la saison 1. Donc, on vous annonce que la saison 1 va tirer à sa fin un petit peu plus tôt qu'on avait prévu initialement. On pensait se rendre jusqu'au mois de juin. Mais des circonstances de projets personnels qui ont commencé à prendre une certaine importance et de plus en plus de place ont fait en sorte qu'on a décidé d'écourter un peu la saison 1
pour pouvoir se concentrer sur ces projets personnels-là, parce qu'on voulait surtout pas que nos projets personnels viennent nuire à la qualité des podcasts qu'on veut offrir, parce que ces projets-là vont tellement prendre de place dans les prochaines semaines que ça aurait probablement été lourd d'avoir enregistré des épisodes au travers. Et puis la dernière chose qu'on veut, c'est d'amener une lourdeur à ça, puis de finalement s'écœurer de ça parce qu'on se sent obligé de ça. Donc tant qu'à ça, on s'est dit on va écouter la saison, mais on va finir sur une belle note. Et pour finir sur une belle note, quoi de mieux que de parler de sexe? Ah non, mais absolument. Hein. Ah, non, mais c'est le centre de plusieurs choses, ça, là. Puis ça va être un autre sujet à bien démystifier, puis tu l'as bien dit, François, c'est tellement important pour nous, toute cette authenticité-là, puis cette intégrité-là, puis d'avoir du fun. On l'enseigne tout le temps. Aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes. Et pour ça, ben, il faut savoir s'écouter, puis il faut savoir changer les plans des fois, parce que on revient à ça, mais le coronavirus, ça l'a changé beaucoup de choses, dont ça l'a amené un projet de vie, un gros projet de vie supplémentaire. Et puis, ben voilà. Alors, par souci d'intégrité, tout ça, ben on a vraiment décidé de vous offrir toujours le meilleur. Et de toute façon, si vous vous ennuyez trop, là, vous pourrez toujours nous écrire sur le créateur de richesse. Vous pouvez tout de suite aussi commencer à nous envoyer vos questions pour les courriels du cœur. À partir de septembre, là, on va recommencer le tout. Alors, voilà, ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous écrire pendant la saison estivale, mais on va finir ça sur une belle note. Puis on parlera pas juste de sexe dans notre épisode. Non. Non? Non. On va parler aussi d'amour, de conscience et de deuil familial qui est relié au sexe. Tout est dans tout, comme dirait Madame Chose. Chouinard, hein? Madame Chose. Salut, Chouinard. Alors, on revient à notre hypnose, amour. Ouais, hypnose. Hypnose vient de Hypnos, qui est le dieu grec du sommeil. Ah. Donc, c'est de là que vient le mot hypnose, parce que c'est très associé à un sommeil. Mm-hmm. Ouais. Profond. Non, sommeil. Ah, sommeil tout court? On va y revenir à tout ça. Ah, OK, ouais. Parfait. Mais Hypnos, c'est le dieu du sommeil, et c'est ça. Donc, c'est de là que vient que dérive le terme hypnose. Ceci étant dit, c'était ma chronique étymologique de l'épisode. Ça, c'est fait. Check. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adolescents qui parlent à ce dieu-là, hein, le dieu Hypnos. Il parle plus longtemps un peu. Ouais. Les bébés aussi. Oui. Ouais. Mais les ados, aussi. C'est autre chose. Ouais. Surtout en pandémie. Ouais. On les salue. Alors, l'hypnose, d'abord et avant tout, là, c'est un ensemble d'outils qui servent à accompagner quelqu'un. C'est des outils. OK? Il n'y a pas de magie dans l'hypnose. Il n'y a pas de... Bien qu'on porte beaucoup de magie à l'intérieur de nous et que l'hypnose est une façon de réveiller cette magie-là, en même temps, il n'y a absolument rien de magique, de mystique ou de mystérieux dans l'hypnose. Tout ça s'explique par la science. Et ses effets sont démontrés. De plus en plus par des articles scientifiques, entre autres, là, il y a de plus en plus de recherches qui se fait sur l'hypnose, sur la façon d'accompagner les gens en hypnose, sur les déblocages qu'on est capable de faire avec l'hypnose, sur les états de conscience, de plus en plus. Donc, puis tu sais, tout ça est backé, par exemple, avec des scans de cerveau, là, avec la résonance magnétique. On est capable de voir des changements à l'intérieur de la structure du cerveau en utilisant l'hypnose. Donc, c'est très, très puissant. Donc, tu sais, tout ça est scientifique. Donc, la première chose qu'il y a à dire, c'est qu'il n'y a absolument rien de magique dans tout ça. Si on revient sur le cas de Mesmer, parce que, comme je disais tantôt, autant qu'il... Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, check pour Mesmer, parce qu'effectivement, il en fait parler. Mais en même temps, il amène beaucoup de croyances, parce qu'il explique pas tout. Je veux dire, s'il veut garder son épice secrète, là, c'est sûr qu'il va pas expliquer tout ça. Mais je vais le faire aujourd'hui.
Ah non, tu vas pas dévoiler la recette de Mesmer. Je vais parler des épices secrètes. C'est autant les siennes que n'importe qui fait de l'hypnose de spectacle. Parce qu'en fait, l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose, mais c'est juste dans un but beaucoup plus ludique que thérapeutique. Là. Donc... Mais tu peux nous rassurer en nous disant que les gens, c'est des vraies personnes qui vivent vraiment un autre état de... Oui. Il y a pas personne qui est payé pour faire du théâtre avec ça, là. Non. Parfait. Première chose sur laquelle je vais attirer votre attention, là, c'est que vous verrez jamais Mesmer devant 10 personnes. Sauf s'il a déjà travaillé avec ces personnes-là. Okay. Parce que une des caractéristiques de l'hypnose, c'est que tu peux, une fois que le chemin est fait avec une personne en particulier, on peut installer ce qu'on appelle un ancrage qui va nous ramener très rapidement dans cet état-là. En une fraction de seconde, on est capable de retourner dans cet état-là si on veut vraiment. Donc, Mesmer va installer des ancrages qui va faire en sorte que s'il retravaille avec ces personnes-là, là, ça va fonctionner. L'émission qu'ils font, là, je me souviens pas comment ça s'appelle, là, où dans le fond, il fait pogner le bordel un peu sur la scène avec des trucs. Bon, les 4 personnes qui sont invitées, là, il y a une préparation en amont qui a été faite avec ces gens-là. Là. C'est pas des gens qui ont pigé au hasard dans le public puis qu'ils viennent à l'émission, là. C'est des gens qui sont très réceptifs et qui ont envie de le faire. Ah, ils ont été sélectionnés, puis comme tu dis, il y a des ancrages déjà déposés à l'intérieur. Il y a plein de trucs déjà faits, le chemin est déjà fait, puis il est capable de les amener de façon instantanée en état d'hypnose. Donc, ce que j'allais dire, c'est que si vous allez voir un spectacle de Mesmer, vous verrez jamais un spectacle de Mesmer avec 50 personnes dans la salle. Parce que ce que Mesmer fait est très directif. Okay? Donc, c'est « tu dors ». Donc, il donne des ordres et la plupart des gens, environ 85% de la population générale, n'aiment pas recevoir des ordres. Il y a un 15% des gens qui sont capables de vivre avec ça puis qui l'acceptent puis que ça ne les dérange pas de recevoir des ordres. Fait que déjà en partant, tu viens de tasser 85% de ta salle. Parce que tu dors. Mange la merde, je veux rien savoir. Ouais, c'est ça. Okay. J'en connais des de même. Ouais, moi aussi. Donc, c'est ça, la première. Donc, déjà en partant, tu as 85% de la salle qui voudront même pas répondre aux suggestions de Mesmer parce que c'est directif. Et deuxièmement, les gens qui vont accepter de répondre à ça, donc environ 15% de la salle, ben il y en a à peu près le tiers de ces gens-là qui sont willing d'aller sur la scène. Fait que déjà, le 2/3 de ce 15%-là, donc 10%, le 10% de la salle qui reste, même s'il répond, il veut rien savoir d'aller en haut, fait qu'il va bloquer pour être sûr de pas y aller. Donc, vous commencez à voir que déjà là, je vous sème des graines, là. Il y a personne qui fait quoi que ce soit contre son gré. Ouais, exact. Il y a personne qui prend le contrôle de rien. Les gens qui vont en hypnose sont consentants à y aller parce que, en fait, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Donc, on est parfaitement conscient de ce qui se passe, mais c'est un peu altéré. Donc, on est conscient, là, on reste dans un état de conscience. Tu sais, par exemple, le sommeil, tu sais pas que tu es dans le sommeil tant que tu te réveilles pas. Ouais. Ou quand tu es dans la lune, c'est la même chose. C'est un état modifié de conscience. Ta conscience est différente. T'es plus tout à fait conscient de ce qui se passe. Quand t'es dans le sommeil, puis quand t'es dans la lune, tu le sais pas que t'es là tant que t'es pas ressorti. Ouais. Alors qu'en hypnose, t'es parfaitement conscient de ce qui se passe, puis t'es parfaitement conscient que t'es dedans. Donc c'est ça. Donc, ça fait qu'il reste à peu près 5% de la salle qui est willing pour aller, qui est réceptif à ce que Mesmer fait et qui est willing d'aller sur la scène pour faire la poule puis faire un spectacle. Mais les gens qui vont là, sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, ils sont contents de le faire puis ils ont du fun à le faire. Ça, c'est important. Ben oui, c'est vraiment important. Donc, ils pensaient pas que c'est parce que Mesmer a pris le contrôle de qui que ce soit, là. C'est parce qu'ils embarquent dans les suggestions puis qu'ils ont envie de le faire que ça se fait. Parce qu'en hypnose, comme j'ai dit, on reste conscient de ce qui se passe. Donc, on va jamais faire quelque chose contre son gré. Bon, il y a des techniques d'hypnose qui pourraient faire en sorte que il y a des suggestions un peu perverses qui pourraient être utilisées, mais là, on en revient beaucoup à l'éthique de la personne. Parce que par les suggestions, on pourrait dire, il fait tellement chaud, il fait chaud, hein, tu pourrais peut-être enlever ton linge tellement qu'il fait chaud, tu serais bien mieux. Bon, ben, théoriquement, si la personne accepte de le faire, c'est qu'on va pas violer ses valeurs. Parce que du moment où on va toucher à la valeur de la personne puis qu'on va faire à la personne quelque chose qui est contre une de ses valeurs, elle va sortir. OK. Ouais. Fait que c'est quand même assez fragile. C'est un état qui est fragile parce que
tu peux rapidement en ressortir si ça fonctionne pas, s'il y a une valeur. Si tu décides que tu sors maintenant. OK. Ouais. C'est-tu dommageable? Ça peut être dangereux? Ben, pas du tout. OK. Non, puis en fait, c'est direct là que je m'en allais, justement. Parce que tu sais, quand que je parle avec quelqu'un d'hypnose, une des premières questions qui vient tout le temps, c'est ou une affirmation encore plus. Moi, je pense que je suis pas réceptif à ça du tout. Je pense que non, moi, ça marchera pas avec moi. Ça, c'est, je dirais 90% des gens faciles ont cette déclaration. Déclare ça. Dire, moi, je pense que ça marchera pas avec moi. Les gens pensent donc bien qu'ils sont immunisés à ça. J'en faisais partie. Oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 2 fois par jour au moins, ben vous allez en état d'hypnose. Sans le savoir, vous passez par là. Donc, ça s'appelle le sommeil. Donc, quand on sort du sommeil, puis quand on s'en va vers le sommeil, il y a une phase pendant l'endormissement et pendant le réveil qui est la phase des ondes cérébrales qui sont communes avec l'hypnose. Puis d'ailleurs, on va reparler de tout ça dans quelques instants. Ce qui m'amène en fait à parler des ondes cérébrales. Là, présentement, en tout cas, Véro et moi, on a une conversation consciente ensemble. On est en état d'éveil, on est activé, puis on se regarde, puis on est capable de se parler, puis on est vraiment engagé. Donc, à ce moment-là, les ondes cérébrales, si on faisait un électroencéphalogramme, on verrait des ondes cérébrales très rapides. OK? Parce que là, on est dans le ping-pong, on est dans une activité, on est focusé. Donc, c'est ce qu'on appelle les ondes bêta, qui sont des ondes très rapides. Le soir, quand on revient du boulot, par exemple, puis là, ben, on s'installe, on se fait un petit souper, on prend une petite coupe de vin, etc. On va s'asseoir sur le divan, on commence à relaxer. Là, on tombe dans un état de conscience tranquille. Donc là, les ondes vont commencer à ralentir un peu, et puis là, on va tomber dans ce qu'on appelle les ondes alpha. Okay. Du cerveau. C'est des ondes qui sont un peu plus lentes, mais on est encore dans un état de conscience. Et puis là, si on continue à se laisser aller un petit peu comme ça, ben, à un moment donné, on va peut-être commencer à piquer des clous. Ouais. Puis là, on revient, on repart, on revient. Les ondes cérébrales, à ce moment-là, commencent à ralentir encore et commencent à migrer vers ce qu'on appelle des ondes θ. Okay. Et ce sont ces ondes-là qui sont les ondes qui sont propres, caractéristiques de l'état d'hypnose. D'ailleurs, ce qui arrive quand on commence à basculer vers le θ, c'est que notre conscience commence à se tasser un petit peu du chemin et puis là, on commence à aller parler un petit peu plus avec l'inconscient. D'ailleurs, si vous parlez avec quelqu'un qui pique des clous sur le divan, puis que vous lui posez une question, ça peut arriver des fois que la réponse va être un peu farfelue. Là. Ben, c'est exactement pour ça, parce que le conscient s'est tassé, puis là, on commence à jaser avec l'inconscient, et l'inconscient a son propre langage. Donc là, c'est ça. Donc là, on bascule vers le θ, qui est l'état qui est caractéristique d'un état d'hypnose. Puis si on continue à se laisser glisser tranquillement, ben là, les ondes vont devenir très lentes. Ça va être les ondes delta qui sont propres au sommeil profond. Okay. Donc, dans les premières phases d'endormissement, on est dans le θ, donc des ondes plus lentes, puis tranquillement, on bascule vers le delta, qui sont les ondes les plus lentes et qui sont propres au sommeil profond. Ceux qui sont somnambules ou ceux qui parlent pendant le sommeil, est-ce que ça se passe dans les zones θ? Forcément, parce que généralement, quand on est dans le delta, on est complètement coupé. Le cerveau se repose vraiment là. OK. Le corps, il bouge plus, là. Non, puis tu sais, dans un cycle de sommeil, on parle de 60 à 90 minutes selon les gens. Et puis, dans un cycle de sommeil, on va faire justement, puis on va partir de l'alpha, on va descendre au delta, puis on va remonter à l'alpha en passant par le θ. Et généralement, selon la durée des cycles, le nombre d'heures qu'on dort dans une nuit, on va parler de 4 à 6 cycles complet de sommeil. Fait que c'est pour ça que quand on retourne dans l'alpha, on se rappelle conscience tranquille. Ouais. Ben plusieurs fois par nuit, on se réveille un petit peu, puis on se rendort. OK. Puis s'il y a rien qui nous amène à s'éveiller, c'est ce qui arrive des fois, c'est que tu sais quelqu'un qui a pas trop de misère à s'endormir va s'endormir, mais tu sais il est dans une période de vie qui est agitée. Puis que là, pouf, à 2-3 heures du matin, il va se réveiller, puis là, pouf, ça repart plus, tu retournes plus dans ton sommeil. Là. Ben, c'est justement parce que là, les premiers cycles de sommeil, tu vas descendre jusqu'au delta, puis là, le cerveau va se reposer vraiment. On parle de entre 2 et 4 cycles de sommeil par nuit où on va dans le delta.
OK. Fait que si on a des cycles de sommeil plus longs, de genre 90 minutes, ça fait 6 heures au total de sommeil. 4 à 6 heures, ouais. 6 heures de sommeil, ben généralement, tu vas aller 2 fois dans le delta. Puis les 2 autres cycles, tu vas être beaucoup plus, tu vas descendre au theta. Puis c'est là qu'on va faire les rêves. OK. Et potentiellement les crises de somnambulisme aussi. C'est plus dans le theta que dans le delta, ouais. OK. Ouais. Donc tout ça nous amène au theta. Qui est la même onde que l'hypnose. En fait, que quand le cerveau est en état d'hypnose, c'est les ondes majoritaires qu'on va retrouver, ce sont les theta, ouais. OK. Ouais. J'ai une question comme ça qui me vient. Il y a beaucoup de gens qui vivent des défis d'insomnie puis tout ça. Si, exemple, on prenait l'hypnose, est-ce que ce serait possible de prendre l'hypnose puis d'amener ces gens-là plus régulièrement dans le theta pour qu'après ça, ils puissent justement y aller plus facilement eux autres mêmes, ou ça n'a juste pas rapport puis ça changerait absolument rien? En fait, oui, le theta est un état qui est proche du sommeil, puis c'est pour ça qu'on appelle ça de l'hypnose, tu sais, parce qu'il y a des ondes qui sont caractéristiques des premières phases du sommeil, mais puis en fait c'est là un des plus grands dangers de l'hypnose là, c'est que disons que t'accompagnes quelqu'un puis tu l'amènes justement dans son theta, puis tu l'échappes, là, ben, il va tomber dans le delta puis il va s'endormir. Ça, c'est le plus dangereux qui pourrait arriver. Ça, c'est dangereux, hein? Ouais, c'est très dangereux. Il va s'endormir comme faut. Puis d'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse cocasse, là. Il y a des gens qui vont en état d'hypnose puis qui veulent juste pas ressortir parce qu'ils sont tellement bien, parce que c'est beaucoup plus relax, c'est beaucoup plus... Puis, si c'est dans la mesure du possible, ben, tu le laisses aller puis il s'endort après puis il commence sa nuit comme ça. C'est possible. Il y a un de mes copains avec qui j'ai fait ma formation en hypnose, Jean-Sébastien, il aimait beaucoup se pratiquer sur sa blonde en hypnose. Puis elle voulait pas ressortir, fait que il s'installait sur le divan, il faisait ses trucs, il pratiquait ses choses. Puis là, après ça, ben, il la laissait tranquille, puis elle s'endormait. Elle s'endormait. Elle dormait comme une biche. Oui. Donc, c'est ça. Fait que là, les ondes bêta, alpha, delta, theta, delta, pour les cycles de sommeil. Je pars une autre track, et puis vous allez voir, les 2 tracks vont merger ensemble dans quelques minutes. Quand un bébé naît, on le sait, un nouveau-né, ça dort 20 heures par jour, hein? Ouais. C'est parce que les ondes cérébrales sont beaucoup du delta. L'onde majoritaire d'un nouveau-né, c'est du delta. Puis c'est pour ça qu'un enfant dort autant que ça, parce que c'est à peu près juste du delta, puis il se réveille un petit peu, il repart, il se réveille un petit peu, puis là plus l'enfant vieillit, plus les périodes d'excursion dans les zones d'éveil vont devenir de plus en plus importantes. OK. Puis, quelque part entre le nouveau-né puis entre 6 et 8 ans selon les individus, de plus en plus l'enfant va aller dans le theta. OK, même s'il est éveillé, il va être dans le theta. Le theta, qui est proche de l'état d'hypnose, c'est un état où on parle d'imagination, où on parle de créativité. Donc c'est de là que vient toute la créativité, l'imagination, le fantastique est très présent. Quand on est dans le theta, on peut avoir un langage très métaphorique, très poétique, parce que justement, on est dans ces ondes-là qui sont les ondes de la créativité, etc., etc. Puis c'est pour ça qu'un enfant qui fait un gâteau dans le sable, c'est un vrai gâteau. Il a donc ben l'air bon, ce gâteau-là. Il est bon, papa, le gâteau. Puis il pense pour vrai, il le vit pour vrai, parce que justement, il est dans le theta, il est dans la créativité, puis il est dans l'imagination. C'est pour ça. C'est pour ça la magie de l'enfant. Ben Souvent, on dit qu'il faut retourner à la magie de l'enfance, puis tout ça, c'est à cause de ça. Ben oui. Donc, et puis jusqu'à 6 à 8 ans, ben là, l'enfant, à un moment donné, va commencer, pouf, il va basculer, puis là, il va tomber dans l'alpha, qui est la conscience. Puis, pour mes 3 fils, je peux dire exactement le moment où ça est arrivé, où ce bascule-là s'est fait, parce que tant qu'il reste dans le theta, il va être beaucoup plus individualisé.
Et puis, quand il va basculer dans l'alpha, dans la conscience, tout d'un coup, il va réaliser qu'il est pas tout seul, puis il y a plein de monde dans son environnement. Et puis là, il va accéder à une autre étape de conscience où il va basculer dans l'alpha. Et puis, pour mes 3 fils, ça s'est passé de la même façon. C'est que je revenais du boulot le soir, mettons. Et puis là, j'allais voir le fils en question. Puis je disais « Salut, ça va? » Puis ma réponse était « Oui. » Parfait. Puis un jour, t'arrives du boulot, tu vas le voir, tu dis « Salut, ça va? Oui? Toi? » Hey! Ils viennent me demander comment je vais. Je me rappelle très clairement pour chacun de mes 3 gars, le jour où le « toi » est venu après le « oui ». Mm-hmm. Puis là, j'ai fait « Hein? Il me demande comment je vais. » C'était révélateur. Tu sais, là, tu le sens. Bang, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Parce que là, il s'est rendu compte qu'il commençait à avoir des interactions avec les gens. Il venait de basculer dans un autre état de conscience. OK. Ouais. Puis là, à ce moment-là, ben, tout ce qui a été fait avant, c'est dans le domaine du theta. Puis après ça, il bascule dans la conscience. C'est-tu pour ça qu'on dit que les enfants, c'est des éponges, puis ils emmagasinent, puis ils assimilent beaucoup de choses? C'est-tu parce qu'ils sont dans ces zones-là? C'est drette ça. OK. Puis c'est drette là, je m'en allais, en fait. Non, mais on dirait que je lis dans tes pensées. OK, pour moi, oui. Pour moi, tu lis mon papier. Ben non! C'est clair que c'est pas clair ce qui est écrit sur ça. Je suis pas d'accord. Donc, en fait, c'est ça. Puis la période Theta, en fait, j'ai déjà entendu cette analogie-là, je la trouve intéressante. Tu sais, si t'achètes un iPad, puis tu le fais partir, là, il va-tu jouer de la musique? Non, il va falloir que tu downloads de la musique dans ton iPad pour qu'il commence à rejouer ces programmes-là. Hein. Ben, dans le fond, là, le Theta, c'est cette période-là. Donc, la période de la naissance jusqu'à 6 à 8 ans, qui est la période de download intense du cerveau humain, finalement. C'est là qu'on download nos programmes, c'est là qu'on download toute l'information, parce qu'en fait, quand on prend juste le temps de regarder comment ça fonctionne, la société, tu sais, OK, ma relation avec mon père, c'est comme ça, ma relation avec ma mère, c'est comme ça, la relation que mes 2 parents ont ensemble, elle est comme ça, la relation avec mon frère, la relation avec ma sœur, tout ça, on le regarde, puis on le décode. C'est comme ça que ça apprend un humain. Ça regarde comment ça se passe, puis ça reproduit. OK. Fait que dans le fond, toutes ces puis à cet âge-là, il n'y a pas de filtre. Fait que si tu dis à ton enfant, t'es pas fin, ben lui, il download, puis il dit, je suis pas fin. C'est aussi simple que ça. Donc, on download beaucoup d'informations. En fait, jusqu'à 6 à 8 ans, on est dans une période de download actif où on fait juste gober parce qu'il y a tellement de codes sociaux, il y a tellement de, tu sais, la relation avec mon oncle est pas la même que la relation avec mon grand-parent, qui est pas avec ma mère, avec mon père, que la relation entre mon père puis mon grand-père, la relation entre tout ça, là, il y a plein de codes, il y a plein de signaux, il y a plein de le langage non verbal, tout ça, là, ça se download, là. Parce que dans le fond, le but du cerveau, je l'ai déjà dit, c'est de nous garder en vie. Donc, qu'est-ce que ça va me prendre pour rester en vie dans cette société-là, dans ce noyau familial-là? OK, à un moment donné, là, vers 3-4 semaines, là, le nouveau-né réalise qu'il n'est pas sa mère, qu'il est séparé d'elle, puis que s'il veut survivre, il a crissement intérêt à se faire aimer de cette personne-là. Ouais. Ah, les sourires vont commencer à arriver. Les comportements qui vont faire en sorte il est donc bien cute. Tout ça, c'est de la manipulation, juste pour être certain c'est vrai. qu'il va y avoir de la bouffe qui va rentrer dans ma bouche puis que je vais survivre. Fait que la période de l'enfance, c'est une période où on download l'information sans filtre. On download qu'est-ce qui est là, puis on le gobe, puis on le gobe, puis on le gobe. Puis le jour où on bascule dans l'alpha, puis qu'on bascule dans la conscience, ben là, on tombe à l'autre étape d'après, qui est la période du conscient inconscient. On commence à mettre en pratique tout ça, j'imagine, puis à définir ses propres balises. Instantanément. Ben, non, ça vient après. OK. Parce que, puis selon le niveau de conscience de la personne, ces programmes-là qu'on va downloader, ben, on les remettra peut-être pas nécessairement en question, là. Il y a plein de gens qui remettront jamais en question tout ce qu'ils ont gobé dans cette période-là. Là. Ouais. Mais il y en a d'autres que oui. Puis, en fait, ce qui va arriver, c'est que tous les programmes qu'on download, ben, ça devient des programmes. Puis ça, en fait, c'est parce que le cerveau est paresseux. Okay? Le cerveau représente seulement que 3% de la masse corporelle totale.
Donc, on s'entend, c'est pas... En fait, le système nerveux central, c'est 3% de la masse corporelle. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, là. Et pourtant, 20% de l'énergie corporelle qu'on a chaque jour est consommée par le système nerveux central. Ah oui, clairement. Donc, le cerveau est un organe, entre parenthèses, entre guillemets, très énergivore. Okay? Donc, ça coûte excessivement cher. Puis, dans le cerveau, une des façons que le cerveau a trouvé pour économiser l'énergie, c'est de rouler sur des programmes. Parce qu'un programme, c'est, il arrive ça, je fais ça. Il arrive ça, je fais ça. Comme un programme d'ordinateur, finalement. Donc, tout ce qu'on download dans la période pré-conscience, ça devient des programmes qui vont rouler dans notre tête après. Il arrive ça, je fais ça. Il arrive ça, je fais ça. Puis c'est ça qui fait que par exemple, on utilise quelqu'un qui est né dans un environnement pauvre, sans s'en rendre compte, il va downloader des programmes de pauvreté. Puis après ça, le pauvre diable, là, il va travailler super fort toute sa vie, mais parce qu'il a downloadé des programmes de pauvreté puis il en est pas conscient, là, il a beau travailler 90 heures semaine comme un déchaîné, il va se saboter inconsciemment parce qu'il est pas conscient qu'il a downloadé des programmes de pauvreté. Puis les programmes, là, c'est ça qui te drive. Donc, si je reviens à... Là, on a vraiment une tonne de programmes là, qui peuvent être intégrés. Là, les programmes de survie, les programmes de pauvreté, les programmes... Il y a aussi des beaux programmes. Il y a deux sortes de programmes, ceux qui te soutiennent puis ceux qui te nuisent. Oui. Puis l'un comme l'autre, ils sont juste là parce que c'est ça que t'as downloadé. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi puis que ça t'appartient. Mais ils sont là pareil. Fait que c'est ce qui fait que quelqu'un qui a downloadé des programmes de pauvreté, il y a des chances que toute sa vie, il va travailler super fort, mais qui ira pas bien plus loin parce que tout ce qu'il a travaillé, il va le saboter par une mauvaise décision, juste pour prouver à son programme que dans le fond, en fait, c'est le programme qui le contrôle. Oui. Puis des fois, c'est des programmes pas nécessairement un programme de pauvreté, mais un programme de tu vaux rien. Ben oui. Et c'est encore, selon moi, c'est encore pire parce que ça vient toucher ta valeur personnelle, ce qu'on appelle dans notre jargon l'estime. Hein? L'estime de soi, c'est relié à la valeur personnelle. Alors, tu peux venir d'une famille aisée et t'as pas nécessairement enregistré un programme de pauvreté ou de survie financière, mais par manque de reconnaissance ou par manque tout simplement de valorisation de l'estime de qui tu es et non pas de ce que tu fais, là, de qui tu es, ça peut avoir un impact majeur sur le restant de ta vie. C'est aussi simple que ton enfant a eu un comportement désagréable, puis tu vas lui dire tu sais, je t'avais promis un suçon, mais tu le mérites pas. Mérite. Wow. Lui, là, il va downloader le je mérite pas ça, moi, dans la vie. Puis le download, il n'y a pas de filtre, là. Mm-hmm. Il va le downloader, puis il va faire comme, OK, moi, je mérite pas. Puis après ça, le programme va rouler. Moi, je mérite pas. Fait que quand il va arriver à un truc qui serait donc ben cool, mais je le mérite pas, je vais le saboter. C'est aussi simple que ça. Donc... là, on veut pas faire peur aux parents, parce que nous-mêmes, on est parents, puis on a fait plein d'erreurs. On a eu des bons coups aussi, mais... On fait ce qu'on a. Exactement. Tu sais, ça donne rien de se taper sur la tête parce que quand tu sais pas que tu sais pas, tu fais ce que tu peux. Oui. Mais une fois que tu le sais, par exemple, là, tu peux essayer de changer des trucs. Oui. Mais si ton enfant était passé 6-8 ans, il y a d'autres façons. En fait, il y a moyen de changer le programme. C'est ça. On commence par changer nos propres programmes avec l'hypnose. Puis une fois qu'on en prend conscience qu'on est en mesure de changer nos programmes, là, on peut accompagner nos enfants, les gens qu'on aime autour de nous, dans cette... dans ce chemin-là. Là. Ça, on va y revenir, mais il y a plusieurs façons de changer les programmes. Oui, l'hypnose en est une, mais il y en a d'autres. Oui. Ouais. Ce qui m'amène à parler du conscient puis de l'inconscient. On aime beaucoup se faire croire, nous, les êtres humains, qu'on est des êtres de conscience. Hein, tout ce qu'on fait, c'est décidé, c'est conscient, c'est choisi. Or, la réalité, c'est que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Comme je disais tantôt, le cerveau est paresseux, puis il consomme beaucoup d'énergie, fait qu'il veut maximiser son rendement énergétique. Oui. Donc, environ 50%, quand je disais tantôt, il y a environ 20% de l'énergie absorbée par jour qui est dépensée uniquement par le cerveau, qui est 3% de la masse corporelle.
Ben, il y en a environ 50% de cette énergie-là qui est dépensée par le conscient, puis il y en a 50% qui est dépensé par l'inconscient. OK. Sur des programmes qui roulent puis qu'on contrôle pas. Or, ce qui est vraiment intéressant de savoir, là, c'est que l'inconscient est capable de traiter... Non, le conscient, pardon, est capable de traiter environ 2000 informations par seconde. Mm. Donc, il y en a qui appellent ça des bits par seconde, là. Mais des particules d'information, OK? Puis pendant que le conscient, donc, tu sais, il me semble que j'aimerais donc bien ça aujourd'hui, faire ça, etc. Ben, pendant ce temps-là, l'inconscient, lui, en gère 400 milliards. Par seconde? Par seconde. Chaque terminaison nerveuse de ta peau, puis il y en a... Une coupe? Une coupe. Chaque terminaison nerveuse qui dit « ça pince pas, ça brûle pas, tout est beau ». T'es-tu conscient de ça? Ouais. Non, t'es pas conscient de ça. Non, tu veux pas ça, là? Non, exact, ça en ferait bien que toi à gérer. Ça, c'est tout l'inconscient, toutes tes réactions immunitaires, la régulation de ta température corporelle, etc. C'est tous des signaux que tu contrôles pas. Le cœur qui bat, les poumons qui décident qu'ils respirent, tout ce qui se fait tout seul, là. Tout ce qui roule tout seul, puis même plus que ça. Tu sais, je veux dire, comme je disais tantôt, la peau, si tu y touches pas, il y a quand même un signal qui est envoyé au cerveau pour dire « tout est beau ». OK. Fait ça, tu le sais pas, tu les gères pas, ces signaux-là. Puis c'est l'intensité du signal qui va faire en sorte que ça va remonter à la conscience. Parce que si je pogne ta peau, je la pince puis que je la twiste, là, là, tout d'un coup, il y a le signal qui va donner, hey, là, il y a un problème ici. Puis là, ça va passer par les différentes zones de cerveau pour aller jusqu'à, même, ça va être un réflexe, tu vas tirer, tu vas tasser ta main. Si ça brûle, là, c'est vraiment chaud. Je devrais retirer ma main. Mais non, ça vient de brûler, là, ça a pris beaucoup trop de temps, là. C'est ça, tu l'enlèves, c'est des réflexes. Mais ces réflexes-là, c'est pas toi tant que ça qui les décide. Là, ça se fait tout seul avec l'inconscient. Et dans le fond, c'est ça. Fait que pendant que ton inconscient est en train de gérer tous ces trucs-là, que si t'en étais conscient, tu capoterais bien raide parce que t'as pas le temps de gérer tout ça. Mais tout ça est géré par ton inconscient. C'est 50% de l'énergie que tu consommes pour gérer tout ça. Pendant ce temps-là, ton conscient, lui, en génère à peu près 2000 versus 400 milliards. Donc, on parle de 0.00001% de l'information qui est gérée par ton conscient. Puis on réussit à être brûlé, là. Puis ce point 00, OK, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 zéros avant le 1, là. Ben, ce 6,01%, le point 6,01% là, il consomme 50% de l'énergie du cerveau. C'est énorme. Ça demande beaucoup de jus, la conscience. Donc, ben c'est ça. Le cerveau, pour être capable de gérer tout ça, ben a trouvé le mécanisme de downloader des programmes puis de jouer ces programmes. Puis je vais vous donner un exemple qui prouve, hors de tout doute, que vous roulez ces programmes, là. C'est que c'est sûr que ça vous est déjà arrivé dans votre vie où vous étiez au volant de votre voiture et puis là, vous avez commencé à penser à la liste d'épicerie ou à il faudrait bien que, ou à la conversation qu'on a eue avec le conjoint avant de quitter la maison, ou tu sais, le conscient s'évade puis il s'en va se réfugier à quelque part pour penser à ces affaires-là. Mais pourtant, vous faites pas d'accident. Puis vous arrivez, puis là, quand vous arrivez, vous faites « Hein, je suis déjà arrivé. » Ah, mais coudonc. C'est qui a chauffé pendant ce temps-là? Ah oui, mais ça arrive ben trop souvent. Ben oui, ça arrive à tout le monde, là. Ouais, c'est qui a chauffé? Ah oui. Hey, crime, je suis déjà rendu. Ben voyons, j'ai pas fait l'autoroute. Ben oui. Puis tu sais, je te posais la question, qu'est-ce que t'as vu sur l'autoroute? T'as vu combien de pancartes? Y avait-tu... Non. Aucune idée. Parce que c'est l'inconscient qui chauffe. La job de l'inconscient, c'est de te garder en vie. Puis ça, c'est... Une autre preuve de ça, c'est... Une période dans ma vie, j'ai travaillé sur la construction, puis il suffit de bloquer une route à quelqu'un que ça fait partie de son programme. À tous les matins, il part du point A, il s'en va au point B par le même chemin. C'est tellement difficile de changer de chemin là, qu'on prend tout le temps le même. Là, que là, on bloquait une rue parce qu'on faisait de la construction. Les gens devenaient complètement désemparés, comme si
on venait de changer le vie bout pour bout, puis là, on a des réactions, toutes sortes de réactions, là, je suis complètement désemparée, à de l'agressivité, à, là, tu viens de changer mon quotidien, parce que là, ils sont obligés de réfléchir à quelque chose qui habituellement se fait toute seule. Oui, ben, puis en fait, c'est ça qui arrive. Tant qu'il n'y aura pas un événement que l'inconscient n'est pas capable de gérer, Ouais. ben, tu vas rester dans ton inconscient, puis c'est lui qui va chauffer. Absolument. Le chevreuil traverse la route, là. Ouais. Hey, là, tu reviens. Hey, vite! Piou, tu reviens, puis hey, OK, là, faut que... Parce que l'inconscient, c'est un programme. Fait que, il n'y a rien sur la route, on continue. Il y a quelque chose qui surgit de la route, un chevreuil, un chat, n'importe quoi. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire qui est une menace à la survie. Ah, là, tout d'un coup, l'inconscient lui dit « Hein, je sais pas quoi faire avec un chevreuil. » Ben là, pouf, tu vas revenir, puis là, c'est le conscient qui va gérer la situation. Oui, l'inconscient est encore là, puis il va avoir des réflexes, puis tu vas donner un coup de volant parce que... Mais tu reviens. Ça l'explique aussi pourquoi que je suis pas capable de conduire puis parler au téléphone en même temps. Inévitablement, je manque la sortie. Ben oui. Je l'ai fait 1000 fois, là. Je manque inévitablement les sorties, le... Et c'est vraiment dangereux, en tout cas, dans mon cas, parler au téléphone. Et puis là, je le tiens même pas, là. Non. Mais ton conscient est engagé? Mon conscient, il est en train de discuter de quelque chose de... Ton conscient est engagé dans une conversation? C'est ça. Ben oui. Je manque la sortie. Donc, la moitié de l'énergie du cerveau est consommée par le conscient. Fait que ça fait en sorte que 95% de ton temps éveillé dans la journée, là, tu roules sur l'inconscient. 95%. Fait que t'as beau te complaire à penser que t'es un être conscient, là. La réalité, c'est que 95% de ta journée, tu vas rouler sur tes programmes sans même te rendre compte de ce que tu fais. Parce que tu roules sur tes programmes. C'est majeur. Puis là, ben, tu te berces dans l'illusion que ton 5% contrôle tout. Mais c'est vraiment pas ça. Ça, c'est un autre sujet. Fait que c'est aussi simple que... Et là, écoutez bien, c'est une grande vérité de l'hypnose, ben, de la vie en général même. Tout ce qui va bien dans ta vie, c'est parce que tu as un programme qui le supporte. Puis tout ce qui va pas bien dans ta vie, c'est parce que tu as un programme qui le supporte. Fait que regardez où sont vos zones de défi dans votre vie, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit la vie financière, que ce soit la vie parentale. Ah, les relations, tout. Si ça va bien dans ta vie, c'est parce que tu as un programme qui le supporte. Puis si ça va pas bien dans ta vie, c'est parce que tu as un ou des programmes qui le supportent. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de changer une habitude. Ben oui. Parce qu'il faut défaire le programme puis en rebâtir un autre. En remettre un autre à la place. Puis c'est faux de penser que mettons, si on pense à arrêter de fumer ou si on pense à arrêter de n'importe quoi, là, ben, à partir du moment où on sait que tu as arrêté ça, inévitablement, ça prend un autre programme qui va venir le compenser. T'as pas le choix, parce qu'en fait, si on regarde par exemple Freud, qui dans une période de sa pratique médicale utilisait l'hypnose pour traiter ses patients, en fait, il était capable d'enlever une pathologie chez son patient, mais il remplaçait pas ça par quoi que ce soit d'autre. Ben, la nature ayant horreur du vide, pouf, il y a une autre pathologie qui sortait. Ouais. Fait que assez rapidement, Freud a discarté l'hypnose de sa pratique parce qu'il se disait, ben là, ça fait juste enlever un problème, on va en créer un autre. Puis ça, c'est un des fondements de l'hypnose moderne, c'est que si on enlève un programme, si on remplace un programme, ben, il faut mettre quelque chose d'autre à la place. Oui. Donc, non seulement il faut enlever l'habitude ou la problématique, ou etc., mais il faut remplacer par quelque chose qui va propulser la personne. Ça, c'est super important. De là pourquoi ceux qui arrêtent de fumer, souvent vont se mettre à manger beaucoup, ou manger plus de sucre, ou parce que les gens compensent. Ah oui. Alors, c'est important de décider quel autre programme, avant d'en enlever un, c'est quel autre programme que je vais décider de placer là, ou en tout cas qui va s'installer à la place, là. Ouais. Puis un autre aparté que je voulais faire par rapport au sens, parce que, tu sais, dans le fond, l'inconscient, en fait, toutes les informations que le cerveau reçoit proviennent de ta conscience de l'environnement. Tu sais, c'est la vue qui t'informe de « Hey, il y a un couteau là, faudrait peut-être que je mette la main là. » Ben, c'est parce que ta vue est engagée, parce que le toucher est engagé, l'ouïe, les 5 sens sont les sens qui amènent l'information à ton cerveau. Oui. Okay? Et à vue de nez comme ça, si je te demandais c'est quoi le sens qui gobe le plus d'énergie dans le cerveau, tu dirais lequel?
Qui prend le plus d'énergie? Ouais, qui prend le plus de place dans l'information qui bombarde. Ben, j'imagine que c'est le tactile avec la peau. C'est tellement gros, c'est le plus gros organe. Le toucher? C'est le deuxième. Le toucher, c'est le deuxième. OK, fait qu'il y en a un qui en prend encore plus? Pas mal plus. 10 000 fois plus. 10 fois plus, pardon. Ferme les yeux. Ah, ben oui. La vue, j'imagine. T'sais, avec tout ce qu'on voit puis tout ce qu'on traite comme information. La vue, c'est ce qui coûte le plus cher en énergie au cerveau. Pendant que le cerveau va envoyer 10 000 informations... Non, parce que pendant que la vue va envoyer 10 000 informations au cerveau, le toucher va en envoyer 1000, le l'ouïe va en envoyer 100, pardon, l'odorat va en envoyer 100, puis le goût va en envoyer 1. Hein? Donc, clairement, puis c'est pour ça, tu sais, des fois on dit, si tu veux mieux entendre, là, ferme les yeux, là. Ouais, ben la voix, traite pour ça. le principe de la voix, Ouais. de pas voir. Ouais. Mais ça fait... Ouais, mais c'est vrai, tu sais, tous les beaux moments agréables, là, quand... Ben, nous, tu sais, quand on est en extase devant quelque chose ou quand c'est donc ben beau, on a le réflexe de se fermer les yeux. Ben, en tout cas, moi, j'imagine que ça doit être pour mieux computer, j'imagine. Ben, c'est pas pour rien que, tu sais, comme, tu sais, quand on dit qu'un aveugle Oui. a l'ouïe donc bien développé, là, Ben oui, c'est clair. c'est parce que son cerveau est pas occupé à gérer la vue. Qui Fait que demande beaucoup de gaz. ça donne plein de place, beaucoup de place pour gérer d'autres informations. Tu sais quoi, la vue, c'est 10 000? La vue, c'est 10 000. Le toucher, 1000. 100 pour l'ouïe et l'odorat. Puis 1 pour le goût. OK. Quand même. Quand même. Non, mais j'apprends plein de choses, moi, à faire des podcasts avec toi, Mo. C'est fou, hein? Oui. Ah, j'aime ça. Puis en fait, je voulais en dernier lieu pour la portion, disons, très théorique derrière l'hypnose, je voulais parler des 3 zones du cerveau qui sont sollicitées. Parce que dans le fond, si je prends, je mets la main de quelqu'un dans l'eau bouillante, ben tu sais, il y a des signaux qui vont faire en sorte que tu veux tasser la main. Fait que tu sais, toutes ces informations-là, toutes les informations du toucher, les informations de l'ouïe, tu sais, les sens finalement, vont toutes être concentrées vers le tronc cérébral. Oui. Et puis là, la première étape qui va passer, la première zone du cerveau qui va être stimulée, c'est le reptilien. Est-ce que il y a une menace à ma survie avec ce signal-là? Fait que tu sais, si j'ai la main dans l'eau bouillante, clairement, il y a une menace à la survie, là. C'est assez rapide. Fait que là, c'est hyper rapide, et puis là, il va y avoir OK, ben, on a déjà parlé, mais le cerveau reptilien, qui est le premier, c'est le cerveau de la survie. Il y a 3 façons dont le cerveau reptilien réagit. La fuite, la bataille, ou la... Le gel, là. Ouais, je cherche le mot. Il fige. Ben, il fige, là. La sidération. Ah, ben non, c'est bien plus simple, c'est figé. Ouais, tu me connais, ça me prend toujours le beau mot juste. Donc, il donc fige, c'est ça. il part à la course ou... C'est la fuite, la bataille ou la sidération. Ou il se bat. OK. Ouais. Fait que la sidération, il tombe en guenillemol à terre, il fige, il bouge. Le chevreuil, ça a 20, là. Oui. Là, qui se fait éclairer par les phares la nuit. Ou il va prendre la fuite, ou il va se battre. Donc là, ben, si tu mets la main dans l'eau bouillante, tu vas tasser ta main avant même de savoir que. Puis après ça, ça va aller à la deuxième étape, qui est le cerveau limbique, qui est le centre des émotions. Ouais. OK? Puis c'est là qu'il y a peut-être des émotions qui vont surgir par rapport à ça. Puis après ça, ça va aller dans la 3e étape qui est le néocortex, où là, ça va devenir conscient. Fait que si on reprend l'exemple de, mettons que je prends la main de Véro puis que je la mets dans l'eau bouillante, là, première étape du cerveau reptilien, c'est, y a-t-il une menace à ma survie? Oui, je vais tirer mon bras pour le tasser de là. Deuxième étape, mon tabarnak, tu m'as mis la main dans l'eau bouillante, je t'en calisse après toi. Puis consciemment, après ça, je fais quoi? Puis après ça, consciemment... Tu couches sur le divan. Juste ça? Et où? Ouais. Donc, mais fait que c'est ça, tu sais, c'est... Je tasse la main,
les émotions par rapport à ça vont sortir s'il y en a à sortir. Puis après ça, on va devenir conscient de tout ça. Parce que là, on a besoin de la conscience pour savoir comment on va gérer la suite. Okay? La conscience, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'ego dans ce cas-là? Ou l'intellectuel? Non, c'est vraiment les processus cognitifs où tu vas faire preuve de créativité, par exemple. OK, parfait. Tu sais, de dire, OK, ben là, clairement, ça m'est jamais arrivé que mon conjoint me mette la main dans l'eau bouillante. Comment je vais gérer ça? OK? Donc là, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, là, c'est le cerveau conscient, parce qu'il n'y a pas de programme pour gérer ça. Il n'y a pas de programme qui ont été downloadés. Ouais. Pour gérer ça. Fait que là, t'as besoin de faire preuve de créativité, puis c'est là que ton conscient embarque pour faire preuve de créativité, puis voir comment tu vas régler ton histoire de survie par rapport à la conscience. Fait que de là, pourquoi que la créativité, elle demande autant de jus puis autant de gaz, énergétiquement parlant? Oui, parce qu'il n'y a pas de programme. C'est quelque chose de nouveau que tu dois créer, nouveau. Que tu dois générer. Ouais. Ça coûte cher. Ouais. Je comprends plein de choses. Ben oui. Il est vraiment brûle pour point, ce podcast-là. Tu trouves? Ah, ouais. Parfait. J'espère que c'est l'heure pour tout le monde. Donc, ben voilà. Fait que ça fait le tour de toute je dirais, la science qui est en arrière de l'hypnose. Parce qu'on n'a pas vraiment parlé d'hypnose encore. Hein? Mais non, mais on fait juste ça. On fait juste ça, mais on n'a pas fait ça encore. C'est tellement intéressant. C'est important de mettre toute la table pour après ça comprendre les bienfaits de... Oui, c'est ça, exact. Tu sais, j'aime... C'est tellement utile, toutes ces informations-là, en fait, dans l'hypnose, quand on accompagne quelqu'un dans un processus d'hypnose, il y a une phase qui se déroule avant d'entrer à proprement parler de faire basculer la personne dans l'état d'hypnose, qui est le pré-hypnotique, on appelle le pré-hypnotique. Puis souvent, ben ça c'est mon approche à moi, tu sais, je suis scientifique, fait que tu sais, j'ai une approche scientifique, fait que j'utilise beaucoup l'information scientifique dans mon pré-hypnotique, justement pour expliquer à la personne qu'est-ce qu'on va faire ensemble, sur quoi on va travailler pour que ben après ça on puisse basculer à l'état d'hypnose comme tel, où là on va essayer d'aller régler la problématique qui est à régler là. Donc ça c'est important de le mentionner, c'est ton approche. Ouais. Puis vous allez voir quelqu'un d'autre. Selon ça peut être différent là, fait que peut-être que vous allez rencontrer un thérapeute en hypnose, un hypnologue, hein, comme ça, ouais. Ben, ça dépend, il y a plein de... Mais oui, un hypnologue. En tout cas, un thérapeute en hypnose, puis qui aura pas du tout l'approche scientifique, puis ça va être plus de niveau spirituel et c'est clair, il y a à peu près autant de sortes d'hypnose qu'il va y avoir de praticiens. C'est ça, de personnes qui la font. Parce que c'est sûr, il y a quand même... t'as ta touche, là, un peu comme l'excellence. Là. Ouais. Tu sais, moi, utiliser l'information scientifique pour aller expliquer quelque chose, puis amener la personne à prendre conscience de quelque chose, moi, c'est ma façon de faire. Ça fait partie de mon modus operandi, ça fait partie de mon excellence. Donc, voilà. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour de la théorie qui est derrière. Donc pourquoi que l'hypnose est un outil qui est vraiment intéressant? C'est justement parce que tout ça existe, parce qu'on a downloadé des programmes, puis qu'après ça, on est pogné avec ce programme-là. Ah oui, absolument. Puis dans le fond, on en parlait tantôt, il y a 3 façons de downloader des programmes. Puis je vais encore utiliser la conduite automobile pour l'expliquer. Parce que, tu sais, comme je vous disais tantôt, de 0 à 6-8 ans, ben là, tu downloads. Or, t'as pas appris à conduire en downloadant l'information comme ça. T'as appris à conduire, en tout cas au Québec, à partir de 16 ans. Puis les premières fois que t'as pris le volant, là, t'étais-tu sur le pilote automatique ou t'étais donc bien focusé? T'es pas clair. Puis après ton heure de cours, là, t'étais un petit peu fatigué, parce que ton gaz, tu l'avais beaucoup, beaucoup passé justement dans ton cerveau conscient qui travaillait fort. Puis graduellement, ben à force de pratiquer, puis à force de pratiquer, ben t'es devenu de plus en plus fluide, de plus en plus c'est devenu un automatisme, au point où aujourd'hui tu peux te permettre de faire ta liste d'épicerie pendant que tu conduis. Parce que tu l'as acquis. La répétition est une façon d'ancrer un programme, de remplacer par un autre. Puis c'est pour ça que dans le contexte de répétition, vous avez sûrement déjà entendu les trucs à propos de ça prend 3 semaines pour ancrer une nouvelle habitude. Ouais, le 21-27 jours. Le 21 jours, là. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est que la répétition qu'on va faire au cerveau, le temps que le chemin neuronal se fasse puis que ça devienne un automatisme ou que ça devienne tellement fluide que ça se fait de façon très quasiment spontanée et éventuellement automatique, c'est à peu près ça que ça prend 21 jours.
Fait que c'est pour ça que c'est important c'est une question de pratique, puis c'est une question d'habitude, parce que pour créer ce chemin neuronal-là, puis que le cerveau fasse « OK, ça vaut la peine d'investir là-dedans », parce que clairement, si je le fais, puis que je mets ça automatique, ben après ça, j'aurais pu dépenser autant d'argent pour le faire. Fait que les 21 premiers jours sont critiques pour établir cette façon de faire-là qui va éventuellement devenir une habitude, puis ça peut devenir un programme. Ouais. Fait que si t'as, par exemple, je sais pas moi, t'as des problèmes, ta vie financière est bordélique, puis tu dis là, c'est assez, je veux changer ça, ben ça va te prendre de la pratique pendant plusieurs fois pour être conscient que là, non, je vais pas l'acheter la nouvelle bébelle qui vient de sortir, là. Je veux avoir une vie financière saine. Je vais pas laisser mon inconscient de complètement décider que là, ça me le prend tout de suite, là. Ouais. Tu sais, surtout de nos jours, on vit tellement dans la culture d'instantané que c'est quand la nouvelle bébelle vient de sortir, ça me la prend tout de suite. Je vais aller faire la file dans le magasin à minuit pour être sûr d'être le premier à l'avoir, là. J'ai pas l'argent, mais je vais mettre sur ma carte de crédit Exactement. parce que après demain, on va l'avoir, c'est sûr, l'argent. Exact. Tout ça, c'est des programmes qui roulent, là. Donc là, de se dire, non, là, c'est fini, je ne veux plus agir comme ça, mais ça va demander du gaz. Oui, puis ça va faire mal. Puis ça va faire mal. Mais avec le temps, ça va devenir, puis à un moment donné, ça va devenir une seconde nature. Fait que la répétition est une façon de changer les programmes. Une autre façon qui existe, et puis là, celle-là, j'ai très peu d'expérience dedans, je l'ai jamais essayé, mais je sais que ça a l'air que ça fait des miracles. Puis éventuellement, je vais probablement faire quelque chose par rapport à ça parce que ça a l'air que ça marche vraiment bien. Comme je l'ai expliqué tantôt, ben quand on va en sommeil, on passe par la phase Theta, puis quand on se réveille le matin, on passe par la phase Theta. Qui dit Theta, dit hypnose, dit on download les programmes. Donc, il y a des applications qui existent, il y a des méthodes qui existent où, ben justement, tu te mets les écouteurs sur les oreilles pour t'endormir, puis à un moment donné, pouf, tu tombes tu bascules tranquillement vers le Theta, puis là, justement, tu vas avoir des programmes de « je mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie », par exemple, ou « je suis abondant, je suis amour », etc., etc. Ben là, tu vas downloader ces programmes-là parce que tu t'en vas vers le sommeil. Ben moi, je l'ai fait beaucoup. Ça, je l'ai fait... avec des applications, beaucoup. Avec des cassettes. Avec des applications, puis la méditation. Je fais beaucoup de méditation avec ça. Mais... Des méditations guidées qui nous amènent justement dans un... Ben, c'est pas ça? Qui nous amènent dans un Theta? Non, la méditation t'amène pas dans le Theta. C'est souvent une des croyances que les gens ont, que la méditation puis l'hypnose, c'est la même affaire, là. Mais c'est pas du tout la même affaire, parce que la méditation, oui, t'amène ton cerveau dans un état de tranquillité, mais ton cerveau est encore très actif dans des ondes plus conscientes. Parce que la méditation t'amène à développer la conscience de ce qui t'entoure. Alors qu'en hypnose, on va aller à l'intérieur pour aller changer les programmes puis tout ça. C'est pas les mêmes zones cérébrales qui sont stimulées. OK. Ouais. Même quand t'es une heure avec les écouteurs... Ça se peut très bien que parce que, tu sais, quand tu tombes dans en fait, un des dangers de la méditation, justement, avec les méditations guidées, quand tu utilises la musique puis tout ça, c'est que ça devient tellement relaxant que, pouf, tu vas t'endormir. Puis là, c'est pas tout à fait c'est pas les mêmes mécanismes. C'est pas... OK. Donc, c'est vraiment des applications qui existent ou des programmes, là, des formations que tu peux aller faire, etc., puis que tu vas changer des croyances. Tu vas changer des programmes par ces méthodes-là où ça passe par le Theta du sommeil. Et puis l'autre façon de changer un programme, ben, c'est l'hypnose. Donc, c'est ce qu'on fait en hypnose thérapeutique quand on accompagne quelqu'un. On doit prendre les programmes limitants puis les remplacer par des programmes propulsants. C'est un peu ça qu'on fait finalement. Donc, l'hypnose, tu sais, tantôt au début, je disais que quand tu es dans un état d'hypnose, tu es parfaitement conscient de ce qui se passe. Je vais vous expliquer mon expérience personnelle de comment j'ai vécu l'hypnose pour la première fois. Puis ça, vous allez voir ce que je veux dire par tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Donc, la première fois que je suis allé en hypnose, c'est avec mon ami Martin.
qui était qui était mon massothérapeute, orthothérapeute, kinésithérapeute, mais qui faisait aussi de l'hypnose. Puis j'ai vu son diplôme affiché, puis là, j'avais toujours une espèce de curiosité par rapport à l'hypnose. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit « Hey, tu fais de l'hypnose, toi? » Il dit « Ben oui. » Puis blablabla, on jase ensemble. Puis finalement, je dis « Ok, je me lance avec toi. » Puis tu sais, c'était un acte de confiance totale, là, parce que pour un contrôlant comme moi, là, puis tu sais, je veux dire, j'avais moi-même les perceptions de il va prendre le contrôle de moi, blablabla. Fait que clairement, moi je me suis dit c'était un acte de foi total que j'ai fait envers Martin parce que j'y faisais vraiment confiance, puis je savais que c'était une bonne personne, puis tout ça. Puis fait que c'est ça qui a fait que je suis allé. Puis tu sais, j'avais une problématique que je voulais adresser. Fait que je m'étais dit, ben crime, c'est une bonne façon de... On va voir, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Et puis là, ben on fait différents exercices pour tranquillement s'habituer à aller à l'état d'hypnose, à recevoir des suggestions, etc. Et puis là, c'était à peu près, il me semble, si je me souviens, c'était au mois de juin. Et puis, c'était dans son sous-sol. Et puis, il y avait la fenêtre de la pièce dans laquelle on était où le soleil plombait. Puis c'était une journée ensoleillée, mais avec des nuages. Fait que là, il y avait ça qui... Fait que là, j'étais dans un état... Tu sais, Martin me racontait des choses. Pendant ce temps-là, mon oreille entendait les glouglous de son ventre parce qu'il était assis juste à côté de moi. Fait que j'entendais les bruits de digestion de son ventre. Je sentais la fluctuation de la lumière qui changeait dans mes yeux parce que tu sais, les nuages, le soleil, les nuages, donc l'intensité de la lumière variait, fait que je voyais ça. Je sentais la chaleur sur ma peau qui changeait justement avec l'intensité lumineuse aussi. Mais pendant ce temps-là, donc j'étais tout à fait conscient au niveau physique de ce qui se passait dans mon corps. En même temps, Martin me racontait des trucs, puis m'amenait, me posait des questions, etc. Puis tu sais, je répondais, je parlais, puis je vivais vraiment les trucs qu'il me racontait. Puis en même temps, il y avait une autre partie de moi qui était comme ce que je pourrais appeler la conscience, là, qui était en train de regarder ça d'en haut, puis en train de se dire, ben voyons donc, j'entends les glouglous, il me raconte des affaires, puis tu sais, je le vis vraiment, mais en même temps, je suis en train de me dire tout ça, là. Ça marche pas pantoute, cette affaire-là. C'est tellement ça. Ça marche pas pantoute, c'est n'importe quoi. Bon, ok, bon, on va continuer, hein, tu sais, de toute façon. Mais je me disais ça, là. J'étais parfaitement conscient de tout qui était en train de se passer. Et puis là, on continue, on a fait les techniques, les exercices, puis à la fin, ben là, il m'a fait émerger. Là, la dernière étape dans une séance d'hypnose, c'est d'émerger après tout ça, de revenir à la conscience, à l'état d'éveil. Et puis, c'est quand tu rouvres les yeux, pour la première fois, après être allé en hypnose, que là, tu fais « Wow! Oh! OK, hey, c'est passé quelque chose, hein? Oh, hey, j'étais donc bien loin. » En même temps que t'es conscient de tout ça, t'es loin. Ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est un état qui est indescriptible, honnêtement. La seule façon de le savoir, c'est de le vivre, là. Parce que, c'est ça, tu rouvres les yeux, puis là, tu réalises que finalement, malgré l'impression que tu avais d'être totalement là, t'étais pas toute là. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça un état de conscience modifié, parce que ta conscience est là, mais elle est modifiée. Et puis et puis voilà. Donc ça, c'est un peu la description que je ferais d'état d'hypnose. Puis tu sais, c'est un état qui est tellement, comme je disais tantôt, paisible, relaxant, que quand tu ressors de là, tu fais comme « Oh, j'étais bien, hein? » Ouais. Puis il y a comme un chemin qui s'est créé aussi qui fait... Puis on est tellement bien dans cette phase-là que c'est comme si ça nous donne le goût d'y retourner. Tu sais, le corps ou le système ou le... Je sais pas qui parle, là, mais ça dit « Hey, wow, je retournerai là. » Ah oui. J'étais donc bien. Ben oui. Puis il y a plein de choses qui peuvent se transformer à partir de cet état-là. À partir de là. Donc, puis en fait, probablement qu'une des prochaines questions qu'on pourrait se poser, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'on peut régler avec ça finalement? À quoi ça sert l'hypnose? Je veux dire, ok, là, tu nous as parlé de l'état, tu nous as parlé de toute la science qui est en arrière, etc. Mais on fait quoi avec ça? Là? Qu'est-ce qu'on peut régler avec ça? Est-ce que ça règle des affaires pour vrai, etc.? Donc, ben, à cette question-là, en fait, moi, j'ai envie de répondre. Ben, on peut régler à peu près tout ce qui est un problème. En fait,
pour nous. Ben ouais. Parce que, tu sais, t'as des croyances qui te propulsent, puis t'as des croyances qui sont limitantes, qui te limitent. Donc, est-ce que ces croyances-là, est-ce que c'est ces façons de faire-là, est-ce que ces programmes-là te nuisent ou pas? Puis tu sais, des fois, c'est une séquence d'événements qui vont déclencher un programme, puis qu'il va faire que ce programme-là va partir. Hein. Donc, des fois, on n'a même pas besoin de jouer sur le programme comme tel, on a juste besoin de jouer dans la séquence des événements qui fait que le programme se déclenche pas. Oui, parce que il y a beaucoup de peur de relier à ça. Hein. On parle de grosses blessures, là, qu'on parle d'abus sexuels, qu'on parle de viol, qu'on parle de gros deuil, de l'enfance, tout ça. Puis les gens, ils ont pas le goût de retourner là. Non. Les gens, ils se disent « Oh mon Dieu, ça fait trop mal, j'ai peur de... » ou « Je veux pas revivre l'émotion qui est rattachée à ça. » Puis je trouve que t'as tellement une belle analogie avec la rivière puis les roches de dire, tu sais, on n'a pas besoin nécessairement d'enlever la grosse roche. Non. Mais d'enlever une ou deux petites roches, moyennes roches, ben ça peut être assez justement pour refaire partir le flot qui, lui, va s'occuper d'enlever la grande roche ou la grosse roche en temps et lieu. Ouais, ben en fait, on n'avait pas vraiment encore parlé de cette analogie-là, puis je voulais justement l'utiliser, donc merci de m'amener là. J'aime bien illustrer la façon dont on travaille en hypnose, justement, avec deux étangs. OK, un étang qui est un petit peu plus haut, parce que d'habitude, je le fais avec mes mains, mais là, ben, ça va être difficile, donc je vais essayer de l'expliquer. Mais je l'imagine comme deux étangs, ou deux étangs qui sont reliés entre elles par un ruisseau, puis il y a un étang qui est plus haut que l'autre. Donc, le ruisseau se vide de l'étang 1 vers l'étang 2. Et puis, dans ce ruisseau-là, ben, ça se peut qu'il y ait plein de roches dedans qui font en sorte que le courant circule très mal ou pas du tout même. Puis tu sais, souvent, ben, c'est ça qui va arriver, c'est qu'on va vivre un événement traumatisant ou on va avoir une croyance limitante ou un programme limitant qui va faire en sorte que, ben, en fait, c'est des roches qu'il y a dans le ruisseau qui font que le courant circule peu ou pas. Et puis, souvent, en fait, ce que j'aime particulièrement avec l'hypnose, c'est que l'idée, c'est pas de tout régler le problème. L'idée, c'est de rétablir le courant. Parce que c'est pas la personne qui t'accompagne en hypnose qui fait de la magie. Cette magie-là, comme je l'ai dit au début, tu l'as en toi. Puis toi, t'as la possibilité de te guérir. Puis en fait, pour moi, l'hypnose, c'est une façon de redonner à la personne son propre pouvoir. Puis c'est pour ça que j'en ai bénéficié et que quand j'accompagne quelqu'un, par exemple, ben c'est vraiment pour redonner à cette personne-là son propre pouvoir. Parce que on a tout ça en dedans de nous. Puis c'est pas parce qu'il y a des roches qu'on peut rien faire avec ça. Donc, ben c'est ça. Fait qu'en hypnose, là, ben, on va enlever une petite roche qu'il y a dans le ruisseau qui empêche le courant de passer. Puis le fait d'enlever cette roche-là, ben, ça va rétablir une partie du courant. Le courant va recommencer à rouler un peu plus fluidement, avec un peu plus de débit. Puis ce qui risque d'arriver, en fait, c'est que le courant, à un moment donné, va devenir de plus en plus fort. Et puis là, ben, il y a une roche qui est là, mais parce que le courant est devenu suffisamment fort, la roche va s'entraîner, puis elle va débouler, puis elle va arrêter de boucher le courant. Ouais. Puis là, c'est le courant, parce que cette roche-là vient de débarquer, là, le courant va être encore plus fluide, encore plus fluide, encore plus fluide. Donc l'hypnose, on l'utilise pour mettre la personne en route sur sa propre guérison. On guérit pas, on amène la personne à prendre son pouvoir de guérison, puis à le ramener dans sa vie de tous les jours. C'est un outil, puis c'est important ce bout-là, parce que on veut pas que les gens deviennent dépendants d'eux. On veut pas que les... Tu sais, beaucoup de gens vendent la solution miracle, hein? Quadruplez votre revenu en faisant 3 choses simples, faites ci, puis il va vous arriver ça. Tu sais, les parfaites recettes magiques là, qui sauvent des vies. Mais en fait, c'est pas ça. C'est de redonner l'autonomie aux gens. Tu l'as très bien dit, redonner le pouvoir aux gens pour qu'après ça, ils comprennent le principe. Puis, si après ça, il y a d'autres choses à enlever sur un autre courant, ben, parfait. Mais il faut laisser les choses se faire aussi. Puis des fois, on voit des résultats instantanés. Puis des fois, ben, ça peut prendre une couple de semaines avant de voir les bénéfices. Mais il y en a tout le temps. Parce qu'à partir du moment où on sait que le courant est rétabli, un temps soit peu, c'est énorme, là. Ça circule. C'est énorme, là. Puis en fait, t'as mentionné quelque chose de vraiment important tantôt, tu sais.
deuil, viol, agression sexuelle, tous ces trucs-là, c'est une des questions que je reçois fréquemment. Ça, on va-tu retourner là? Non, on n'a pas besoin de retourner là du tout. Puis en fait, ça m'amène à parler du langage de l'inconscient. L'inconscient, je vous l'ai dit au début, est là pour... La job de l'inconscient, c'est de nous garder en vie. Ouais. Okay? L'inconscient, c'est très bien ce avec quoi tu es capable de dealer, puis ce avec quoi t'es pas capable de dealer. Fait que, comme je le disais au début, l'inconscient, le langage, c'est le métaphorique, c'est l'imagé, c'est la créativité, c'est la capacité à illustrer les choses, ok? Donc, si, par exemple, quelqu'un a subi une agression sexuelle, ou même une agression, tout court, et puis qu'il veut absolument pas retourner là, puis il y a un blocage qui est relié à cet événement-là particulier, ben, le langage de l'inconscient, lui, il va parler. Fait que ça se peut très bien que finalement, si je l'exagère puis que je le simplifie au maximum, là, ça se pourrait très bien que je vais demander à la personne que j'accompagne, qu'est-ce que tu vois présentement? Elle va me dire un triangle rouge. Le triangle rouge, là, c'est pas rapport, un triangle, n'importe quoi. Non. C'est le langage de l'inconscient. Le triangle rouge, là, pour ton inconscient, là, il veut dire quelque chose. Puis là, après ça, ben, ça pourrait être, OK, puis ce triangle rouge-là, là, qu'est-ce qu'il a besoin de devenir pour que ça soit plus léger, plus agréable par rapport à ça? Ah, ben, il me semble que si ça devenait un cercle jaune, là, ça serait parfait. Excellent. Le langage de l'inconscient vient de parler. Puis il est en train d'effectuer la transition. Après ça, dans l'hypnose, on va trouver comment faire pour transformer le triangle rouge en cercle jaune. Puis la transformation à l'intérieur va se faire quand même, le courant va se rétablir quand même si on n'est pas retourné dans l'agression armée pour autant, là. On va enlever la roche. Puis enlever la roche, dans ce cas-ci, ça voudrait dire de faire que le triangle rouge devient un cercle jaune. Puis l'inconscient en arrière, lui, a sorti tout ce qu'il avait de besoin pour que ce soit transformé. Et puis là, ben, on va remettre en place le cercle jaune, puis ça va redevenir fluide. Puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ça fait 6 semaines que tu n'as pas eu de cauchemar. Puis tu dis, ça fait longtemps que j'ai pas eu de cauchemar par rapport à ça, hein? OK. Ben, cool. C'est ça, l'inconscient est drôlement plus puissant que ce qu'on peut penser, puis c'est drôlement plus simple que, parce que nos propres mots, ça veut pas dire grand-chose. Mais de pouvoir parler le langage de l'inconscient sans juger. Ça peut faire toute la différence. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, de toute façon, dans mon pré-hypnotique, justement, c'est un des trucs que je dis toujours, c'est ne juge absolument pas ce qui va sortir. À un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver, puis tu vas faire, ça a donc ben pas rapport. Je me promène sur la route, puis il y a une tulipe rouge qui vient de me sortir d'en face, en plein milieu de la route. Parfait, dis-le. Partage-le. Il y a une signification à ça. On est rendu dans le langage de l'inconscient, on est dans la métaphore, on est dans la créativité, dans l'imagination. Fait que, juge pas ça. Laisse-le sortir. Il y a une raison pour laquelle c'est là. S'il y a quelque chose qui apparaît puis qui émerge, là, ben, good. Je vais te donner un exemple. Là. Ça m'est déjà arrivé en auto-hypnose. À un moment donné, il y a le gros méchant loup qui est sorti du bois. Ben, OK. Puis là... Ben, je m'en suis occupé. Tu l'as-tu flatté? Je l'ai pris dans mes bras puis c'est devenu un bébé. Ah, wow. C'était une peur qui était personnifié par le gros méchant loup, puis parce que j'ai pris soin de la peur, puis que je l'ai aimé, puis tout ça, ben c'est devenu un bébé inoffensif. Puis j'ai vaincu une peur comme ça. Mais tu sais, j'aurais très bien pu me dire, pas en parler de gros méchant loup, hein? Mais non, il y avait quelque chose, c'était un langage métaphorique. Déjà, de plus juger les choses, là, ça fait tellement une grande différence dans notre vie. Alors voilà. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on peut régler avec l'hypnose? Ben, théoriquement, on peut régler à peu près n'importe quoi qui est limitant pour une personne. Tu sais, ton conscient est très bon pour imaginer comment les choses devraient être, comment ça serait donc bien cool si ça arrivait. Mais tu sais, à un moment donné, c'est est-ce que je décide que je prends mon pouvoir personnel puis que je l'investis là-dedans pour régler ça ou pas? Puis là, l'hypnose peut être une solution. Ça marche pas nécessairement pour tout le monde. Je dirais qu'il y a quelque part entre 85 et 90% des gens pour qui l'hypnose fonctionne. Mais il y a une faible proportion de la population qui est pas... pour qui
c'est pas la technique ou c'est pas les outils que ça prend, il y en a d'autres. Mais pour la plupart des gens, ça fonctionne. Ça a un bon impact. Ouais. Fait que tu sais. Et autant chez les enfants que chez les adultes. Y a-tu un âge, un âge où on peut pas aller en bas de? Ben, tu sais, je te dirais un enfant en bas de 6-8 ans, justement, qui a basculé dans la conscience. J'aurais peut-être pas tendance tant que ça à y aller, mais ça, c'est moi personnel, là. Tu sais, même un jeune enfant, là, tu sais, d'amener un enfant de, mettons, 10 ans et plus dans l'état d'hypnose, juste pour qu'il goûte, pour qu'il l'apprivoise, etc., oui. Mais de là à dire que j'irais, écoute, qu'est-ce que t'as vécu à 10 ans qui a besoin d'être guéri là? On le sait pas, parce que, tu sais, je veux dire, même si un enfant de 10 ans aurait subi une agression sexuelle, par exemple, ou un abus sexuel, on ne sait pas nécessairement encore ça va être quoi l'impact dans sa vie, là. Tu sais, il y a là, je parle complètement à travers mon chapeau, je le sais pas, mais il y a peut-être des gens qui ont subi un abus sexuel puis que ça va rien changer dans leur vie, puis qu'il y en a d'autres que ça va amener des blocages incroyables puis qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner dans leur vie de couple à cause de ça. Fait que tu sais, fait que tu sais, chez un jeune enfant, oui, il y a probablement du monde qui le font. Moi, je le ferais pas. Okay. Parce que ça fait partie de mes limites personnelles. Mais oui, je le sais très bien parce que un de mes profs d'hypnose m'a déjà partagé justement qu'il y a des jeunes ados de 11, 12 ou 13 ans qui y vont avec leurs parents. Le parent reste là, puis tu sais, puis c'est ça. Mais tu sais, dépendamment de la problématique, des fois, c'est pas tant l'enfant que le parent. Non, non. Il y a un petit problème, là. Ça, on le sait aussi. C'est ça. Wow. Merci. Est-ce que tu avais fait le tour? Moi, je pense que oui. T'as des questions encore? Non, moi, j'adore tellement ça, apprendre plein de choses en même temps que les auditeurs. Quoi, on en a jamais parlé? C'est comme si on n'en avait jamais parlé, mais tu sais, c'est ça. Hein, y a une grande différence entre entendre puis écouter. Puis, tu sais, le kit de trous dans les oreilles est super important quand on entend les choses. Et aujourd'hui, il y a plein de choses que tu as dit que j'avais besoin d'entendre. Moi aussi. Wow. Vraiment. Super. Je suis contente. J'espère que ça vous a plu à la maison. Oui. C'est peut-être un podcast à ne pas écouter sur la route. Pourquoi? Tout d'un coup, qui tomberait en hypnose là, avec ta voix hypnotique. Vous dormez. Là. Oui, non, c'est pas bon. Vous dormez. Non, ça, c'est Canal D, ça. Ben non. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Vous ne savez plus ce que vous faites. Ben non. Je vous ramène, là, vous êtes en train d'écouter le podcast 11, qui est notre avant-dernier. Oui, de la saison 1. De la saison 1. Oui. Alors, sur ça, je pense que je vous dirais merci encore d'être là. Merci. Sachez que c'est un grand, grand bonheur, puis un privilège de partager ça avec vous. On est tout le temps heureux de recevoir vos commentaires, vos témoignages, puis il y en a qui... Tu sais, il y en a qui prennent le temps de nous appeler pour nous le dire. On a tellement hâte à mercredi prochain. On aime ça. Puis on sait jamais de quoi on va parler parce que ça se donne que nous-mêmes non plus, on le sait pas. Ben, c'est, en fait, puis surtout avec le coronavirus, le programme qu'on avait monté avec les invités qu'on avait prévus, ça devient plus complexe. Je suis pas encore super à l'aise à dire je fais un podcast avec quelqu'un à distance puis qu'on enregistre la conversation parce que là, ici, on est 2 animateurs. Donc, avec la technologie, etc., c'est un peu complexe. Fait que, dans un monde idéal, quand on va reprendre la saison 2 en septembre, on va être capable de recevoir des gens dans le studio puis être capable d'avoir des invités avec nous sans être à distance, ou peut-être que j'aurai le temps cet été de voir comment je peux recevoir des invités à distance, mais là, la qualité sonore en souffre tout le temps. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Puis de toute façon, je pense que dans notre sac à outils, il reste encore plein de sujets qu'on n'a pas partagés ou qu'on n'a pas explorés. Alors comme celui de la semaine prochaine. Comme celui de la semaine prochaine, où nous allons parler de sexe, d'affaires, d'entrepreneuriat, d'enfants, du sexe d'affaires. T'es en train de parler du premier métier, du plus vieux métier du monde? Ben oui, mais on va passer par ça aussi. Bref, ça va être un sujet... où on va démystifier plein de choses, puis qu'on va se dire surtout
les vraies affaires parce On va que essayer. les sujets qui sont tabous, souvent les gens sont frileux d'en parler, tout ça, et avec les mentorés, quand on fait les programmes de mentorat, c'est tout le temps un sujet qui revient parce que clairement, ça a l'air que ça fait partie de notre quotidien Ça à fait tous. partie de la vie humaine. Là. Je veux dire, Absolument. la vie est une maladie... Pardon, je reprends. La vie est une maladie mortelle transmissible sexuellement. Et voilà. Donc, on a tous quelque chose en commun. On origine d'une relation sexuelle. Pas mal pour la plupart. En tout cas, tout ce qui a un nombril. Ah oui. C'est recommandé. Alors, on vous souhaite une belle semaine. Bon retour. Faites attention à vous autres. On vous aime. Puis, vous pouvez nous suivre toujours sur les différents médias ou nous écrire à info@commercial-mentorat.red. Point red. Alors, on vous remercie. À bientôt. Bonne semaine. Bye.